bon, on va redevenir sérieux, parce que bon, sans ça, ça va me faire trop de trucs à couper avant de la mettre sur YouTube. Cyril Malka sans divan. Cyril Malka. Cyril Malka. Sans divan. Bonsoir et bienvenue à ce nouveau webinaire qui est donc de sortir du triangle. Alors avant vraiment de commencer, j'aimerais que vous réfléchissiez à 3 questions que je vais vous poser et essayer d'y répondre honnêtement. Pas nécessairement dans le chat ni rien, mais pour vous. Première question, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir essayé d'aider quelqu'un et de finir par vous disputer avec lui? En fin de compte, vous vouliez aider et vous n'avez rien demandé, et puis à la fin, c'est vous le problème, tout d'un coup. Ah oui, là, j'en vois déjà qui vous disaient oui. Deuxième question, est-ce que vous avez déjà eu l'impression d'être coincé dans une situation de laquelle vous pouviez rien changer, quoi que vous fassiez, c'est quelque chose que vous subissiez en fin de compte. Et vous espériez de l'aide de l'extérieur, entre autres de certaines personnes que vous aviez aidées auparavant, et puis, il n'y a rien qui bouge. Là aussi, on connaît, oui. Et troisième question, avez-vous déjà attaqué quelqu'un et vous l'avez critiqué et vous l'avez contrôlé sans vraiment comprendre comment vous en étiez arrivé là? Alors ça, c'est plus difficile à admettre, parce que généralement, c'est mal vu. Eh bien, en fin de compte, si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous connaissez déjà le triangle de Karpman. Donc, du coup, je remballe, je replie ma tente et on arrête tout là. En fin de compte, oui, vous ne saviez pas que ça s'appelait le triangle de Karpman, mais vous l'avez vécu. Et donc, ce soir, on va voir exactement comment ça fonctionne, ce truc-là, et pourquoi tout le monde y entre, vraiment la plupart d'entre nous en tout cas, et puis surtout comment s'en sortir. Alors déjà, il faut comprendre que c'est pas une loi de la nature, c'est pas une vérité absolue, c'est pas rien de la psychologie n'est une vérité absolue. C'est un outil de lecture et il va vous être utile de savoir de vous sortir de certaines situations. Dans certaines autres, il ne vous sera pas utile du tout, on s'en fout. Mais dans certaines situations, ça va vous aider. Alors, ce modèle, il a donc été écrit par Stephen Karpman, de là le nom, en 1968, et c'est dans le cadre de l'analyse transactionnelle. Alors, l'analyse transactionnelle, certains d'entre vous le connaissent peut-être parce que vous en avez lu, etc. Et puis, entre autres, j'en ai parlé dans le webinaire sur la honte, quand j'ai parlé des caresses et des coups de pied, tout ça, ça fait partie de cet univers de l'analyse transactionnelle. Bonjour à tous. Bonjour Catherine. Et donc, Karpman, il a remarqué que dans les situations conflictuelles, les gens ont tendance à jouer 3 rôles bien précis et que ces rôles ont même une tendance à tourner. Et ils peuvent tourner des fois très vite. Dans une même conversation, on va avoir plusieurs rôles. Et ces 3 rôles, il les a nommés le persécuteur, la victime et le sauveur. Donc déjà, on va commencer par voir les 3 rôles en détail. Voilà. Alors, le premier rôle, c'est donc celui du persécuteur. Alors, commencer par mettre un peu de côté l'image qu'on a du persécuteur, parce qu'on voit quelqu'un qui est malveillant, qui fait du mal consciemment, etc. Et c'est pas du tout ça. On parle d'analyse transactionnelle, on ne parle pas d'état psychologique. Le persécuteur, en analyse transactionnelle, ça va être celui qui attaque, qui critique, qui contrôle et qui impose. Mais il ne va pas le faire de façon nécessairement malveillante. Ça peut être fait de façon très très discrète. Ça peut par exemple être, un regard, ça peut être un soupir, ça peut être
petit truc, une façon de reprendre systématiquement ce que l'autre dit. Ça peut être une façon d'avoir toujours le dernier mot. Et le persécuteur, ce qu'il fait, c'est qu'il met l'autre en tort. L'autre a mal fait quelque chose, ou il a mal dit quelque chose, ou il a mal pensé quelque chose. L'autre est le problème. Alors, un exemple concret, ça pourrait être un collègue que vous avez en réunion qui va reprendre chacune de vos propositions pour en montrer les failles. Alors, il ne va jamais vous dire que votre idée est totalement nulle, mais il trouve toujours quelque chose à redire. Il trouve toujours quelque chose qui cloche. Vous allez avoir un parent qui, à chaque appel téléphonique, va glisser une remarque sur votre choix de vie. Alors, encore une fois, ce n'est pas nécessairement de l'agression, c'est pas agressivement, mais ça va être systématique, ça va être régulier. Vous allez avoir le conjoint, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il vous explique que si tu avais fait autrement, si tu avais fait ceci et cela, on n'en serait pas là. Et ce qui caractérise le persécuteur dans ce cas-là, c'est que le persécuteur, le perfectionniste professionnel, nous dira Eva, c'est que le persécuteur, il n'est pas nécessairement conscient de ce qu'il fait. Très souvent, il va être convaincu qu'il a raison, ou elle a raison. Il est convaincu que c'est l'autre qui doit changer. Il est convaincu qu'il est en train de réagir de façon totalement légitime à une situation qui est totalement injuste ou qui n'est pas juste, etc. Et c'est pour ça que c'est difficile à repérer quand on le fait soi-même, en quelque sorte. Parce que quand vous êtes en train de jouer le persécuteur, vous n'êtes pas en train de vous dire là, je suis en train de persécuter un tel ou une telle. Vous dites non, mais j'ai raison, c'est totalement débile ce qu'il est en train de faire, et je me contente de dire la vérité. En fin de compte, et rien d'autre. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que vous pouvez parfaitement avoir raison. La personne en face peut tout à fait faire une erreur. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que le rôle du persécuteur ne résout absolument rien. Il alimente ce fameux triangle, et ça, on va voir donc, quand on va continuer à voir le reste, dans quelques minutes. Alors, pour faire une parenthèse par rapport à la personnalité narcissique, le narcissique, la personne narcissique, va également utiliser le rôle du persécuteur, comme tout le monde, mais avec la différence que ça va plutôt être instinctif. Comme j'en ai parlé dans le webinaire sur la honte, le narcissique ressent la honte d'une façon insupportable. Et la façon la plus facile de s'en débarrasser, c'est de l'envoyer sur l'autre. Et l'attaque devient donc sa survie psychologique. Après, deuxième rôle, là on y arrive, c'est la victime. Donc là, c'est la même mise en garde qu'avec le persécuteur. C'est-à-dire que la victime, dans le triangle de Karpman, c'est pas nécessairement quelqu'un qui souffre réellement d'une situation victimaire. C'est une position psychologique. C'est pas quelqu'un qui est objectivement dans une situation difficile. Pas vraiment, pas nécessairement. Comme je vous dis, c'est une situation psychologique, une façon de se placer dans la relation. Bonsoir, Domi. Oh, ça fait rien si vous êtes un peu en retard. Je vous ferai un mot, vous le ferez signer par vos parents. Ceux qui... Persécuteurs, moi. Alors, ce qui définit dans le rôle psychologique la victime, dans ce triangle, c'est le sentiment d'impuissance, qu'elle soit réelle ou qu'elle soit construite. Par exemple, vous allez avoir la personne qui se plaint régulièrement de la même situation, au même entourage, sans jamais rien changer. Elle ne cherche pas une solution. Ce qu'elle cherche en fin de compte, et c'est pour ça qu'on se dit mais comment ça se fait moi j'en ai marre de l'entendre, elle se plaint toujours, elle ne change rien. Oui, parce que ce qu'elle veut en fin de compte, c'est de la validation, de l'attention et du soutien. Ce n'est pas la solution, et ce qu'elle recherche, ce n'est pas un reproche non plus, c'est tout simplement un mécanisme. Pas de souci, Stella, vous êtes excusée d'être arrivée en retard. Un autre problème, ça va être que si vous lui proposez une situation concrète pour la sortir de sa situation, elle va vous trouver
systématiquement une raison pour laquelle ça ne peut pas marcher, ce que vous lui proposez. Ah bah oui, mais pour moi, ce n'est pas la même chose parce que je ne peux pas faire ça, et ça ne marche pas, et, etc., etc. Et ça va finalement s'accumuler jusqu'au moment où ça va finir dans une explosion parce que la personne qui essaye d'aider à un moment donné va se transformer en persécuteur. Mais ça, on verra un petit peu plus tard. Là aussi, le fait que la personne joue le rôle de la victime, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas souffert, ça ne veut pas dire que ce qui lui est arrivé n'était pas réel, mais ça veut dire que la personne a adopté une position d'impuissance face à une situation. Et cette position va avoir des conséquences sur vos relations. Parce que la victime, elle va attirer deux choses. Elle va attirer les sauveurs qui vont vouloir l'aider et très souvent, elle va finir par attirer les persécuteurs parce qu'à un moment donné, l'impuissance chronique, ça fatigue et ça agace l'entourage, tout simplement. Et voici comment le triangle, en fin de compte, commence un petit peu à tourner. Alors, une dernière chose sur la victime, c'est qu'on suppose instinctivement que la victime, c'est nécessairement la personne sur la position la plus faible du triangle. En fin de compte, non, pas tout à fait. Parce que quand quelqu'un se place en position de victime, elle va donc générer deux réactions possibles dans l'entourage. La culpabilité d'abord. L'autre se dit que on est bien obligé de faire quelque chose parce que sans ça, on est le méchant, on est le mauvais dans l'histoire. Et puis après, on a l'obligation, en quelque sorte, d'agir parce qu'on se sent responsable de devoir trouver une solution. Donc, le résultat, c'est que sans demander explicitement, la victime contrôle parfaitement le comportement des autres. Elle n'exige rien, elle n'impose absolument rien, mais elle obtient. Et dans la plupart des cas, la personne qui joue ce rôle, elle n'en est pas consciente. Encore une fois, parenthèse pour les personnalités narcissiques, et d'ailleurs je peux voir que c'est déjà parti dans le chat, la personne narcissique, elle en est très consciente. Elle va se victimiser exprès. Ça, j'en ai parlé dans une vidéo où je parle du système Darvaux, où elle va basculer instantanément en victime dès que la personne est mise en cause, critiquée, etc. Et ça, c'est une technique qui est redoutablement efficace, parce qu'en une phase, la personne narcissique va passer de persécuteur en victime, et du coup, c'est vous qui devenez le persécuteur et le mauvais de l'histoire. Et donc, de toute façon, la plupart des gens qui ont vécu une relation narcissique ont vécu ça, ils savent exactement de quoi je parle, et ça se produit à une vitesse phénoménale. Donc, on a vu le persécuteur, on a vu la victime, et maintenant, on passe au troisième, qui est... C'est bien, il n'y a personne qui écoute, alors... Ouais, qui est le sauveur? Merci Irène. Voilà, il y en a une qui écoute. Ah là 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 là. Donc le troisième rôle, c'est le sauveur. Et ça, c'est le plus piégeux des trois, parce que c'est le seul rôle, en fin de compte, qui ressemble à quelque chose de bien. C'est-à-dire que le persécuteur, on comprend, c'est pas le rôle idéal. La victime, on peut sentir que c'est quand même un petit peu une impasse. Mais le sauveur, il aide, il est là pour les autres, il se sacrifie. En quoi est-ce qu'il pourrait y avoir un problème? Le problème, c'est que le sauveur, il n'aide pas parce qu'on lui a demandé, mais le sauveur aide parce qu'il en a besoin. Il a besoin de se sentir utile, il a besoin d'être indispensable, il a besoin d'avoir une place dans la relation, et parfois... de ne pas se confronter à ses propres problèmes en s'occupant de ceux des autres. Et ça, c'est quelque chose que l'on verra régulièrement chez les personnes qui ont été élevées dans une famille avec un ou des parents narcissiques ou toxiques, parce que on est obligé de jouer un rôle pour avoir une valeur, en quelque sorte. Vous n'allez pas pouvoir être aimé tel que vous êtes parce que vous êtes l'enfant, mais vous allez être aimé si vous êtes utile, si vous aidez bien, si vous répondez à un certain standard. Donc, il y a de grands risques, si vous avez été élevé avec un ou des parents narcissiques, pour que vous ayez un petit peu ce syndrome. Et c'est un piège. Ne tombez pas dedans. Alors, quelques exemples
que je peux donner, même si je pense qu'il n'y en a pas besoin, mais on ne sait jamais. Alors, ça va être la personne qui va donner des conseils qu'on ne lui a pas demandé. C'est systématique. Elle voit un problème, elle propose une solution. Avant même que l'autre ait fini de parler, hein, parce qu'elle est convaincue d'aider. Et l'autre, du coup, il se sent incompris. Et puis voilà. Et puis l'autre se met en colère, et puis après, il nous engueule, et voilà. Moi, j'essaie de l'aider, et voilà. D'accord ? Vous avez la personne qui va prendre en charge les problèmes des autres, donc au point de négliger les siens. Et donc, elle est toujours disponible pour tout le monde, sauf pour elle-même. Et d'à côté, ça peut être pratique, parce que comme ça, on n'a pas de responsabilité à prendre. Hein ? On ne fait pas d'erreur dans ce cas-là. Et puis, vous avez la personne qui dit oui à tout, qui pose jamais de limites, qui s'épuise, et puis qui finit par en vouloir aux autres de ne pas reconnaître ses efforts. Voilà, moi, je fais tout pour tout le monde, et puis, voilà, jamais de merci. Et ça, ce dernier exemple, en fin de compte, il est important parce qu'à ce moment-là, le sauveur peut parfaitement glisser vers un autre rôle. Le sauveur va aider, l'autre ne change pas ou ne le reconnaît pas les efforts, reconnaît pas ce qui se passe, ou alors refuse l'aide, hein, tout simplement. Le sauveur se sent incompris, il se sent sous-estimé, il se sent exploité, et donc, à un moment donné, il va basculer, et soit en victime, après tout ce que j'ai fait, il n'y a personne qui me voit, personne ne s'occupe de moi, blablabla, soit en persécuteur, bon, tu fais aucun effort, de toute façon, j'en peux plus, j'en ai marre, quoi. Et le triangle tourne. Alors, souvenez-vous, en tant que sauveur, hein, que aider quelqu'un qui vous a rien demandé, c'est pas rendre service, hein. C'est satisfaire un besoin qui est le vôtre. Et c'est pas tout à fait la même chose. Et confondre les deux, c'est ce qui va alimenter le triangle. Encore une fois, une parenthèse pour ceux qui sont en relation avec la personnalité narcissique. Une personnalité narcissique va repérer très vite les sauveurs. Et c'est pour ça que, comme je vous l'expliquais un peu plus tôt, si vous avez un membre de votre famille, si vous avez été élevé par une personnalité narcissique, vous allez avoir une tendance à vouloir être le sauveur, et du coup, vous allez être plus facilement repéré par une personnalité narcissique, et donc, du coup, vous avez de bonnes chances pour tomber sur un conjoint ou une conjointe narcissique. Et la roue tourne. Et c'est là où on se dit, putain, mais c'est moi ou c'est... Oui, c'est un peu des deux. C'est un peu vous aussi. Donc le narcissique, lui, elle va repérer le sauveur, hein, elle va s'y installer. Et puis du fait où le sauveur, il agit tout seul sans qu'on ait besoin de dire ou de faire quoi que ce soit, c'est la proie idéale. Le narcissique, il n'a même pas besoin de manipuler. Il suffit d'attendre, de venir avec une ou deux petites allusions, et puis tout roule tout seul, c'est bien. Oui, comme le dit Nathalie, le pigeon idéal. Le pigeon idéal, tout à fait. Alors, maintenant, on va voir un petit peu la façon dont ça tourne, tout ça. Le problème, ou l'un des problèmes du triangle, c'est que ces rôles tournent, et comme je l'ai dit un peu plus tôt, ils peuvent tourner très 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 vite. Alors je vais vous donner un exemple pour bien illustrer ce qui se passe. On va dire que Paul, il appelle Marie, alors personne qui s'appelle Paul, personne qui s'appelle Marie, j'ai bien vérifié, pour se plaindre de son chef. Il me traite mal, il me traite comme une merde, j'en ai marre, mon travail n'est jamais reconnu, ça devient insupportable, je supporte plus, blabla. Marie, elle écoute, elle compatit, c'est con, etc. Et puis, à un moment donné, on ne peut pas se contenter toujours de dire oui, je comprends, parce que sans ça, le mec, il peut tout aussi bien parler à un psychanalyste. Hein. Donc, elle commence à lui donner ou des conseils. Tu sais, tu devrais lui dire oui, mais non, mais attends, je peux pas lui dire ça, tu t'imagines un petit peu, il y a machin et truc. Et puis, alors peut-être que tu pourrais faire ça. Ah mais non, mais écoute, arrête de me donner des conseils débiles. Si je pouvais le faire ça fait bien longtemps que je l'aurais fait. Et donc là, en ce moment, on a Marie qui est en position de sauveuse, Paul qui est en position de victime, et le chef qui est absent, donc, joue le rôle de persécuteur. Il n'a pas besoin d'être là pour être le persécuteur. Donc, Paul, il écoute tous ses conseils, etc. Et puis, à chaque fois, il lui dit « oui, mais non, c'est pas possible ».
Et Marie, elle continue à insister. Et ça, là, une petite parenthèse, on va retomber encore dans l'analyse transactionnelle. Ça, c'est ce qu'on appelle un jeu psychologique. Et ce jeu psychologique, il a un nom, il s'appelle le oui-mais. C'est Eric Berne qui l'a décrit à l'époque. Karpman était d'ailleurs un élève de Berne. Et c'est vraiment l'un des jeux psychologiques le plus courant. Alors, quand on parle de jeu psychologique, il y a toujours un départ, il y a un développement et il y a une fin à un jeu. Les jeux psychologiques peuvent se jouer sur un instant, ils peuvent se jouer sur une journée, ils peuvent se jouer sur toute une vie. Et, alors, on parle de blanc et de noir. Alors, ce n'est pas une question de racisme, c'est une question de jeu, de dame ou d'échec. Et donc, celui qui démarre le jeu, c'est blanc. Et il faut que vous sachiez que blanc gagne toujours, quel que soit le jeu psychologique dont on parle. Et ce jeu psychologique, le oui mais, c'est tout simplement vous avez blanc qui présente un problème, et donc vous allez avoir noir ou les noirs qui vont proposer des solutions. C'est ce que Marie est en train de faire en ce moment. Et chaque solution va être démontée en n'étant pas possible, j'ai déjà essayé, je ne peux pas, etc., etc., etc. Et le but de ce jeu, c'est pas de trouver une solution. L'objectif, c'est d'obtenir de l'attention et de la validation. C'est d'ailleurs généralement le but de tous les jeux psychologiques. Donc, chaque solution proposée va nécessairement être rejetée parce qu'accepter une solution, ça serait sortir de la position de victime. Et pour l'instant, cette position a quelque chose à offrir. Donc, généralement, le jeu se finit par le fait que Noir finit par être totalement frustré et réagit de façon des fois irrationnelle, et en tout cas va conforter Blanc dans son idée que, bah oui, je peux rien y faire, et c'est comme ça. Le fameux « en même temps » for sure, je ne peux pas le dire avec son accent. Donc, ils sont en train de jouer au oui mais, et arrive un moment où Marie commence par s'énerver. Enfin, ça suffit. Tu te plains constamment et tu fous jamais rien pour changer la situation. Et là, ce qui se passe, c'est que Marie vient de basculer en persécuteur. Excite le patron. Là, on n'en parle plus du chef. Alors là, il y a les forts en maths qui vont me dire « Ah bah oui, mais s'ils sont que deux, c'est plus un triangle. » Ah, vous avez remarqué. Ah oui, il y a encore une qui est attentive. Eh bien oui, le triangle n'a pas besoin de 3 rôles en permanence, surtout par exemple dans ce cas-là, il peut être réduit à 2, un triangle à 2 coins. Et quand ça arrive, eh ben, la dynamique devient beaucoup plus directement conflictuelle. Parce qu'il n'y a plus la 3e personne ou le 3e rôle pour tenter d'apaiser ou d'aider. Donc généralement, ça se finit mal quand le triangle perd un de ses angles. Donc, Marie, elle se sent incomprise, elle voulait juste aider, et puis elle dit bah, « Attends, moi, parce que là, tout d'un coup, il y a Paul qui lui dit bah, « Écoute, t'as pas à m'engueuler comme ça, et pour qui tu te prends, t'es pas ma mère. » Et puis alors là, du coup, bah, Marie incomprise bascule, et elle devient la victime. Et Paul, qui s'est senti attaqué, il y a 30 secondes, bascule en persécuteur. Vous voyez le truc? Et donc, généralement, ça se finit par une engueulade. Bon, bah écoute, hein, moi, j'ai pas que ça à faire, bonne soirée. Boum. Et on raccroche. Et puis, tout le monde est frustré. Personne ne se sent bien. Et puis, bah voilà. Et ça peut se produire en l'espace d'un quart d'heure, 20 minutes. Hein. C'est pas nécessairement quelque chose qui prend beaucoup de temps. Et en ce temps-là, en fin de compte, les rôles ont tourné 3 fois. Personne n'a voulu faire de mal, personne n'avait de mauvaise intention, mais le mécanisme s'est enclenché tout seul parce que, entre autres, personne ne l'a vu venir. Donc, ce qu'il faut retenir de ça, à ce moment-là, c'est qu'à partir du moment où vous êtes dans le triangle, chacune de vos réactions va alimenter le suivant. Vous ne pouvez pas gagner en entrant dans le jeu. Vous ne pouvez pas gagner en restant dans le triangle. La seule façon de gagner un jeu psychologique, quel qu'il soit, c'est de ne pas le jouer. Parce que, comme je vous l'ai dit, Blanc gagne toujours de toute façon. Alors, chez une personnalité narcissique, on va encore faire une petite
petite parenthèse par là. Chez une personnalité narcissique, le triangle, lui, il ne tourne pas par hasard. Parce que là, c'était ce que je viens d'expliquer, c'est quelque chose qui est arrivé indépendamment des personnes. C'est quelque chose qui est arrivé comme ça, tout seul en quelque sorte, par un enchaînement. Que pour la personne narcissique, elle va faire tourner délibérément le triangle dans la direction qui lui ira le mieux. La personne narcissique, c'est instinctivement, d'ailleurs, ils ne sont pas aussi intelligents qu'on le pense, c'est plutôt un instinct. Ils savent instinctivement appuyer sur quel bouton pour déclencher tel ou tel rôle chez l'autre personne. Il sait quand jouer la victime, il sait quand attaquer, et il sait quand laisser l'autre s'épuiser en sauveur. Le résultat, c'est que vous, enfin l'autre, a l'impression de tourner en rond, enfin c'est pas qu'une impression, de tourner en rond sans jamais vraiment comprendre ce qui est en train de se passer et pourquoi. Et ça, c'est normal, parce que vous êtes, en fin de compte, entré dans un jeu dont vous connaissez même pas les règles, vous saviez peut-être même pas qu'il existait, et l'autre, par contre, il les connaît parfaitement. Alors, déjà, numéro 1, en mode poisson rouge, dit Sylvie. Alors, numéro 1, on va se dire, mais pourquoi on entre dans le triangle alors et puis, en plus de ça, pourquoi est-ce qu'on continue à jouer le rôle alors que il mène nulle part? La première raison, et c'est en fin de compte la réponse courte, c'est que chaque rôle a un gain. Chaque rôle vous offre quelque chose. C'est pas un résultat utile, comme le dit Eva, le oui mais empêche la résolution du conflit. Oui, ça crée le conflit même. Ça vous offre aucun résultat, mais quelque chose qui répond à un besoin immédiat. Alors, le sauveur va entrer dans le triangle parce que ça va lui donner un sentiment d'utilité, un sentiment de valeur. D'accord ? Souvent, il va y avoir une forme de culpabilité, comme j'en ai parlé dans un webinaire précédent. Si je n'aide pas, je suis égoïste. Si je ne me sacrifie pas, je suis un mauvais ami, je suis un mauvais parent, je suis un mauvais enfant, je suis un mauvais conjoint. Bref, vous ajoutez vous-même. Le sauveur, il n'aide pas par générosité nécessairement, mais le plus souvent, ça va être parce qu'il se sent coupable de ne rien faire. Il y a le nombre de clients et de clientes qui me disent « je fais ça pour mon conjoint, pour mon enfant, pour mon parent narcissique parce que si je ne le fais pas, non, on ne peut pas, on est obligé, c'est la famille ou c'est ceci. » Enfin bref, me sortir quelque chose de débile. Mais en fin de compte, le but est tout simplement de ne pas se sentir coupable. La victime, elle entre dans le triangle parce que, comme j'ai fait allusion un petit peu plus tôt, en fin de compte, cette position d'impuissance, ça la soulage de la responsabilité. Si j'y peux rien, si je peux rien faire, j'ai pas à agir. Et donc, on va attirer automatiquement de l'attention, du soutien. D'ailleurs, Berne, pour encore le nommer, il décrit un autre jeu psychologique qui s'appelle « Battez-moi ». C'est les cas où une personne se place dans des situations qui vont lui attirer des critiques, qui vont lui attirer des échecs, une forme d'auto-sabotage en quelque sorte, et c'est pas parce que c'est du masochisme, mais c'est tout simplement parce que c'est quelque chose qui est familier, c'est connu, c'est prévisible, et le connu, même si c'est douloureux, ça reste connu, et on préfère ça à l'inconnu. Et c'est d'ailleurs ce qui est une des raisons pour lesquelles ça peut être difficile des fois en thérapie, d'aider certaines personnes, parce qu'il va y avoir cette tendance à ce qu'on appelle la résistance psychologique, où on sait ce qu'il faut faire, on sait comment le faire, mais on n'ose pas le faire, on préfère retomber dedans plutôt que d'aller vers autre chose parce que c'est des responsabilités, c'est l'inconnu, on ne sait pas comment ça va se passer, on en a peur tout simplement, ce qui est très humain. Donc, c'est pour ces raisons principales qu'on va entrer dans le rôle de la victime. Et le persécuteur entre dans le triangle parce que, alors encore une fois, je ne parle pas des narcissiques, entre dans le triangle parce que cette position d'attaque, entre guillemets, donne un sentiment de contrôle, un sentiment de supériorité, un sentiment de... voilà, quoi. Comme je l'ai vu comme on l'a vu dans le webinaire sur la honte, le persécuteur, ça peut être quelqu'un qui a honte et qui
en attaquant l'autre, transfère cette honte ailleurs en disant bon en fin de compte j'ai pas de honte à avoir, je suis mieux que cette personne, moi j'aurais pas fait cette erreur, etc., etc. Et donc alors toutes ces positions, toutes ces entrées dans le triangle, c'est très rarement conscient. Encore une fois, on ne parle pas de personnalité narcissique. C'est très rarement délibéré, et c'est quelque chose d'automatique. Ça vient de schémas qui se sont construits relativement tôt, pendant l'enfance, l'adolescence, tout ce que vous voulez, et qui par la suite vont se répéter dans des relations, les relations qu'on a recherchées, les relations sur lesquelles on est tombé, etc. Et c'est pour ça qu'on va finir par retrouver les mêmes dynamiques avec des personnes différentes dans des contextes différents. C'est pas la faute de l'autre, c'est pas notre faute à nous, en quelque sorte, c'est tout simplement le schéma qu'on rejoue. Et c'est pour ça que il est inutile d'essayer de changer l'autre pour sortir du triangle, parce que vous ne pouvez pas sortir du triangle en essayant de convaincre l'autre de changer de rôle. Parce que dans ce cas-là, les rôles tournent, comme on vient de le voir. Vous en sortez d'une façon différente qu'on va voir maintenant. Alors, c'est bien joli tout ça, nous dit-on. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait, Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, voilà, j'arrête le webinaire maintenant et je vais vous demander 50 balles pour avoir le... Non? Bon, OK. Alors, première chose à faire, ça va être... on n'en sort peut-être pas, mais on n'y rentre pas. Bonsoir par la même occasion, Silo. Oui, mais c'est trop tard. Donc, la première chose, c'est de reconnaître le rôle dans lequel vous êtes en train d'entrer. Ça, c'est la base. Parce que vous ne pouvez pas sortir de quelque chose que vous ne voyez pas. C'est aussi simple que ça. C'est essayer de convaincre un alcoolique d'arrêter de boire s'il ne voit pas qu'il a un problème d'alcool. Moi, je n'ai pas de problème d'alcool, je bois, je deviens saoul, je m'amuse bien, et puis je ne vois pas le problème. Du coup, il va rien changer. Donc, première chose, regardez le truc. Et donc, vous repérez quand vous glissez vers un rôle. Alors, quelques signaux. Si vous commencez à donner des conseils qu'on ne vous a pas demandé, mesdames, suivez mon regard, ou si vous vous sentez responsable du problème de quelqu'un d'autre, vous êtes plus probablement en train d'entrer dans le rôle de sauveur. Et je sais que ça peut être extrêmement difficile, surtout quand on parle de vos enfants. Le nombre de fois où j'ai dit à mon ex-femme « Mais fous-lui la paix, il t'a pas posé de questions, ne te mêle pas de ça. » Je peux même plus les compter. Donc, si on ne vous a pas demandé de conseils, si vous commencez à donner des conseils qu'on ne vous a pas demandé, si vous vous sentez responsable des problèmes de quelqu'un d'autre, vous êtes en train d'entrer dans le rôle de sauveur. Si vous avez l'impression que, quoi que vous fassiez, rien ne va changer, si vous attendez que l'autre fasse le premier pas, vous êtes en train de glisser dans le rôle de victime. Si vous avez le besoin de reprendre ce que l'autre dit, de le corriger, de le contrôler, si vous êtes convaincu que le problème vient entièrement de l'autre, vous avez une tendance à venir vers le persécuteur. Et là, la première chose qu'il va vous falloir faire, ça va être d'en être conscient et nommer ce que vous êtes en train de faire. Alors, peut-être pas à haute voix, si vous êtes dans la situation, vous n'allez peut-être pas vous dire « Oh là, je suis en train de me transformer en persécuteur. » Ouais, exactement, tu es en train de me persécuter. Et là, ça y est, c'est foutu. Donc, vous le faites à l'intérieur, vous n'allez pas dire « Bah oui, mais Malka, elle a dit qu'il fallait le nommer. » Non, à l'intérieur. Donc, vous le nommez. Et là où la chose est importante, c'est un petit peu comme j'en ai parlé dans la honte. Alors, vous vous souvenez, Stella, je vous avais dit qu'il y avait des devoirs qui auraient un terreau, vous voyez, là, on reparle de la honte. Le fait de nommer la chose, là, j'ai honte, par exemple, ou là, là, je vois que je suis en train de devenir victime, ceci, cela, ça vous met à l'extérieur de ce qui se passe. Et ça, c'est plus facile, c'est pas facile, mais c'est plus facile de gérer le problème. Deuxième chose, c'est qu'il va y avoir une règle pour chaque rôle. Pour le sauveur, avant d'aider, posez-vous la question, est-ce qu'on m'a demandé de l'aide? Pas implicitement, pas parce que je sens que l'autre en a besoin, mais explicitement. Est-ce qu'on m'a demandé de l'aide?
Si la réponse est non, abstenez-vous. Alors vous pouvez éventuellement signifier que vous êtes disponible si l'autre en a besoin, mais vous n'intervenez pas sans invitation. Et ça, c'est un très bon truc pour tout. Tant que quelqu'un ne vous a pas demandé quelque chose ou ne vous a pas dit quelque chose, si vous avez des gens, on en connaît tous, qui viennent avec des allusions, des petits pics, machin, etc., s'ils n'ont rien nommé, vous n'entendez pas. S'ils soupirent, ils soupirent. Voilà. Tant pis. Si tant qu'on ne vous demande de rien, vous n'entendez rien. Si quelqu'un vous dit « j'ai besoin d'aide », ok, là vous pouvez. Mais si l'autre... Commencez pas à « qu'est-ce qui t'arrive, mon pépère ?» Mais non. Laissez tomber. Pour la victime, au lieu de vous demander ce que l'autre devrait faire, demandez-vous ce que vous pouvez faire concrètement dans les prochaines 24 heures. Une seule chose, petite ou grande, etc. Parce que l'objectif, c'est pas de régler le problème, mais c'est de sortir de l'attente. C'est en fin de compte d'avoir une forme d'initiative, de reprendre l'initiative. Pour le persécuteur, là, posez-vous la question que, d'ailleurs, j'ai déjà dit dans le webinaire sur la culpabilité. Est-ce que j'attaque la personne ou est-ce que j'attaque le problème ? Parce que critiquer ce que quelqu'un a fait, c'est une chose. Critiquer ce que quelqu'un est, c'est autre chose. Si vous vous rendez compte que vous êtes en train d'attaquer la personne, arrêtez-vous. Et ne me dites pas que ça vous est jamais arrivé, parce que c'est pas vrai. Ça arrive à tout le monde, pour une raison ou pour une autre, que vous appeliez ça péter les plombs ou dire à quelqu'un ses 4 vérités ou être entier ou ce que vous voulez, c'est des choses qui arrivent. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, ça va être ne répondez pas aux invitations à entrer dans le triangle. Comme je vous l'ai dit, c'est un jeu psychologique. Blanc a joué son pion, vous ne pouvez pas gagner. Ne prenez pas les invitations. Alors, ça peut être beaucoup plus difficile qu'on le pense parce que très souvent, les invitations, ça ne va pas être « Est-ce que tu veux rentrer dans le triangle de Karpman avec moi ?» Si. C'est plutôt... Ça arrive sous des formes qui ont une affaire un petit peu légitime. C'est quelqu'un qui vous expose un problème et qui attend que vous le régliez. Ça, c'est une invitation à entrer en sauveur. Mais vous n'êtes pas obligé d'accepter. Si vous avez quelque chose d'utile à vous dire, vous le dites éventuellement une fois. Si l'autre le rejette, vous vous arrêtez. Vous ne relancez pas. Enfin, vous pouvez dire, écoute, je t'ai donné ce que j'avais à donner, la suite, ça t'appartient. Pas toujours évident de ne pas répondre ? Si. C'est tout à fait évident de ne pas répondre. Si quelqu'un vous attaque ou vous critique, c'est une invitation à entrer un persécuteur, à vous défendre. Ça, on en a reparlé, par exemple, de la relation narcissique par rapport au système Darvaux, aux appâts, pierre grise, pierre jaune, etc. C'est quelque chose pour vous écraser. Vous n'êtes pas obligé d'accepter la bagarre. Vous ne répondez pas à l'attaque. Vous répondez à ce qu'il y a derrière, éventuellement, si c'est quelque chose qui est nécessaire. Vous pouvez toujours dire, écoute, là, je vois que tu es en colère. Je trouve qu'on devrait en parler un petit peu autrement. Et si l'autre continue, vous sortez de la conversation, écoute, non, je suis désolé, moi je ne vais pas continuer cette discussion dans ces conditions, on prendra ça plus tard, et puis c'est tout. D'accord ? N'entrez pas dans le jeu de la persécution, dans la critique, dans le défensif, parce que vous allez partir dans un truc qui va jamais finir de toute façon, et vous allez sortir perdant. Encore une fois. Et puis donc, quelqu'un qui joue la carte de l'impuissance pour que vous agissiez à sa place, là c'est une invitation à entrer en sauveur. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'accepter. Vous pouvez éventuellement lui retourner la question. Écoute, qu'est-ce que tu pourrais faire ? Et si l'autre vous répond, moi je ne peux rien faire. Et donc, si quelqu'un joue à l'impuissance, dans ce cas-là, si l'autre dit moi je peux rien faire, vous pouvez lui dire oui, peut-être, oui, voilà. Mais vous ne prenez pas en charge ce qui lui appartient à lui, tout simplement. Refuser une invitation à jouer le jeu, ça ne veut pas dire qu'on est froid, ça ne veut pas dire qu'on est indifférent, ça veut dire que vous restez à votre place.
Vous écoutez sans résoudre, vous répondez sans attaquer, et vous posez une limite sans vous effacer, c'est tout. Et une dernière mention, encore une fois, pour les personnalités narcissiques, c'est extrêmement important justement dans ce contexte, parce que le narcissique connaît parfaitement ce triangle, l'utilise mieux que tout le monde, et il sait exactement comment vous faire entrer en sauveur, comment vous poser vers la victime, comment vous déclencher le persécuteur en vous, etc. Et tant que vous ne voyez pas le mécanisme, vous jouez, encore une fois, un jeu que vous allez perdre. De toute façon, ces outils, ce n'est pas pour changer le narcissique, mais ça vous permet de ne pas jouer le jeu. Des choses qui ne sont pas dites, vous ne les entendez pas, tout simplement. C'est ce que j'ai aussi dit dans un webinaire très, très, très vieux pour les gens qui boudent comme ça à longueur de journée. Ben, écoutez, qui boudent, et puis on n'en parle plus, et puis voilà, quoi. Donc, à retenir. Premièrement, tout le monde joue ses rôles. Ce n'est pas une question de caractère, ce n'est pas parce qu'on est narcissique qu'on devient persécuteur ou quelque chose de ce genre-là. C'est un mécanisme qui se construit avec le temps, c'est quelque chose ça nous arrive à tous. Deuxièmement, vous ne sortez pas du triangle en changeant l'autre. Vous ne pouvez pas. De toute façon, vous ne pouvez pas changer l'autre. Personne ne peut changer l'autre. Il n'y a que les psys qui peuvent changer les gens qui veulent se changer. Donc de toute façon, c'est eux qui se changent. Donc la seule façon d'en sortir, c'est de changer votre propre rôle. C'est le seul levier que vous avez. C'est-à-dire de ne pas jouer le jeu. Et troisièmement, sortir du triangle, ça ne va pas se faire en une fois. C'est quelque chose que vous ne saviez pas il y a 3/4 d'heure. C'est quelque chose que vous venez d'apprendre. C'est un coup que vous devez prendre. C'est quelque chose que vous devez utiliser, vous entraîner. C'est une compétence. Et comme toutes les compétences, ça se développe. Et donc, la première étape est donc avoir le problème. C'est ce qu'on vient de faire ce soir. D'utiliser les outils. Des fois, ça va marcher. Des fois, ça ne va pas marcher. Pour une raison X ou Y. Quand ça ne marche pas, plutôt que de vous dire ça ne marche pas, c'est nul, de toute façon, je ne peux pas. Plutôt que de vous dire ça, c'est de vous dire là, ça n'a pas marché. Pourquoi ? Sur quel bouton est-ce qu'il a appuyé qui ont fait que ça n'a pas marché ? Qu'est-ce qui fait que... Parce que ça peut être tout simplement parce que, je sais pas, moi, vous êtes fatigué, vous avez eu une mauvaise journée, c'est quelque chose qui s'est passé de façon réflexe. Enfin bref, après, il peut y avoir plein d'explications. Une fois que vous avez trouvé l'explication, vous pouvez voir un petit peu comment ne pas tomber dans le piège la prochaine fois. Et puis, la prochaine fois, vous essayez autre chose et vous voyez bien si ça marche ou pas. On glissera de moins en moins avec la pratique dans le temps, nous dit Eva. Exactement. Parfait. C'était tout pour aujourd'hui, pour ce fameux triangle de Karpman. J'espère que ça vous a bien aidé. Si vous voulez que je tienne un webinaire sur un sujet qui vous intéresse, il ne faut pas hésiter à m'envoyer un mail à cyril@malka.fr. Je verrai ce que je peux faire pour vous. Sans ça, je tiens les webinaires une fois par mois, et vous recevrez les invitations. Et puis, voilà. Donc, à bientôt. Cyril Malka, sans divan. Cyril Malka, sans divan. Sans divan. Cyril Malka, sans divan.